Bon, bonjour à tous et à toutes. Le moment est venu de conclure ces 2 jours d'Université du numérique. Et nous sommes très fiers, très heureux d'accueillir Ulrich Griot. Ulrich est le président du BDI, qui est quasiment l'équivalent du MEDEF, même s'il est plus industriel que nous. Ulrich est d'abord le patron d'une entreprise familiale. Je crois que c'est la 5e génération, donc le Mittelstand allemand, avec toute sa force, sa puissance et son dynamisme. Et nous sommes très heureux qu'il ait accepté de venir conclure notre séminaire, enfin nos 2 jours d'université. Ulrich, le floor is yours. Cher Pierre, cher Monsieur Roux de Bézieux, Mesdames et Messieurs, I hope you excuse, but my English is a little bit better than my French. It would take a long time. It would be very hard to make me understandable. Mon anglais est meilleur que mon français, ce serait trop difficile. Donc je vais continuer en anglais. Je vous remercie. Je vous remercie sincèrement pour cette invitation. C'était un grand plaisir pour moi que d'avoir l'occasion donc de faire cette déclaration donc devant cette université numérique à Paris. Donc c'est toujours bon, j'apprécie toujours d'être en France, en Paris, et surtout si le MEDEF m'invite. Et voilà, prendre la parole ici, et après avoir participé donc à l'université d'été du MEDEF de l'année dernière. Donc ici est un grand honneur. Donc la grande coopération entre le BDI et le MEDEF repose sur la conviction que la France et l'Allemagne sont des partenaires, et de plus en plus des partenaires dans cette économie globale. Alors les complexités de nos 2 économies ont fait en sorte qu'un pays puisse profiter de la compétitivité donc de l'autre pays. Très souvent, nos concurrents clés ne sont pas donc de l'autre côté du Rhin, mais surtout de l'autre côté de la mer, en Amérique ou en Asie. Donc cette interconnexion de nos économies a mené à une certaine complémentarité. La France profite de ces qualités, et l'Allemagne de même. Donc de cette manière, les business models donc fonctionnent, et ceci pour le bienfait de nous deux. Avec cette transformation digitale que nous avons une possibilité de renforcer plus encore nos liens économiques. Il y a de grandes opportunités qui sont créées par le fait de mettre ensemble le savoir-faire donc de nos start-up en France, à Paris, et les sociétés dans les sociétés du domaine de l'informatique, et de les lier aux sociétés que nous avons, nous, aux entreprises en Allemagne. Les liens que nous avons sont vraiment très forts entre l'Allemagne et la France. Je pense que nous pouvons avancer si nous combinons donc ces forces que nous avons. Hier et aujourd'hui, nous avons entendu beaucoup de parler de la digitalisation et numérisation de notre économie, de notre société, les usines qui deviennent numériques, les équipements, etc. Donc le monde est beaucoup plus interconnecté, beaucoup plus que nous ne l'aurions imaginé. Et donc nous sommes donc face à des défis à l'heure actuelle tous. Cette transformation numérique et digitale de l'industrie va donc maintenant va apporter un changement radical aux économies de l'Europe. La digitalisation va amener une rupture, et donc cette rupture de notre économie va se faire d'une manière que l'on ne peut même pas prédire à l'heure actuelle, avec l'industrie 3.0 et l'Internet. Bien tout cela, ce rythme s'accélère, les cycles d'innovation sont de plus en plus courts, des innovations de rupture remplacent les anciens modèles plus traditionnels. Je reviens de la Silicon Valley pour me préparer à cette université, et c'était tout à fait impressionnant, je dois dire. Donc il y a une chose qui est certaine, c'est que ce saut vers l'ère du digital doit venir des entrepreneurs. Les États ne peuvent que fournir vraiment un cadre réglementaire. Mais finalement, et au bout du compte, chaque société,
chaque entreprise doit mener ce changement, cette transition, cette numérique, ce passage au numérique, au digital, nous concerne tous, bien sûr, cette transformation digitale. Donc, ne va pas se faire à la même vitesse, sur tous les aspects, pour tous les secteurs industriels, ni avec la même force. Donc, l'ampleur du changement dans un secteur donné et la façon de voir à quel point ce changement va être fondamental va dépendre de l'impact de ces innovations, et ensuite la facilité à les imposer et les établir. Cependant, cette transformation digitale va affecter donc tout le paysage industriel. Aucune entreprise ne peut vraiment rester sur ses anciennes valeurs et ne rien changer. Il y a une chose qui est claire, si l'on veut rester un petit peu en avance au niveau de la concurrence internationale, et c'est ce que nous voulons, nous voulons être en avance, eh bien, il nous faut être plus innovants et bien plus que nos concurrents. Alors, la course est déjà lancée. Et donc, nous sommes vraiment en plein dans cette course. La France et l'Allemagne, avec leurs économies, peuvent espérer, de façon justifiée, donc d'avoir un futur pour leur industrie, si justement les politiques et l'industrie maintenant passent dans la voie rapide et accélèrent. Alors, il y a deux choses, donc deux mots qui sont importants, maintenant et ensemble. Alors, donc, dans une étude de la Commission, on dit que les industries ne vont pas réussir au niveau de la transition digitale si on ne le fait pas. Donc, on pourrait perdre 600 milliards d'euros, 605 milliards d'euros. Ne me demandez pas pourquoi 605 mais et pas 600, mais c'est comme cela. Donc, de création de valeur d'ici à 2025. Par contre, si nous agissons bien, et le scénario de valeur additionnelle de 1,25 trillion d'euros au cours des 10 prochaines années. Donc, il y a là un large écart entre moins 600 et plus de 2,5 milliards est important. Donc, il faudrait faire attention tout particulièrement à nos petites et moyennes entreprises. Et donc, ce sont eux aussi que l'on doit encourager à passer à ce changement important. Après, donc, les industries de taille intermédiaire dans les secteurs électriques, informatiques, ce sont ceux qui sont déjà lancés et qui, en fait, réussissent très, très bien. Alors, pourquoi changer puisqu'ils ont des anciens business models traditionnels qui fonctionnent bien? Eh bien, il faut bien comprendre que la transition digitale, il ne s'agit pas seulement d'augmenter la productivité, il s'agit en faire c'est affaire d'un changement, de rupture par rapport et transformer ces anciens business models en nouveaux mois, c'est-à-dire faire passer la valeur de la création plus près de l'interface avec les clients. Et pour de nombreuses entreprises, c'est un grand défi que de lancer une passerelle depuis de l'ancien, du traditionnel, jusqu'au nouveau. Donc, il y a des projets qui sont des exemples pour nos sociétés. Mesdames et messieurs, personne ici dans cet auditorium ne sera surpris de voir que, bien sûr, on peut aussi se lancer dans le TI. Bien sûr, nous n'avons pas de géants de l'Internet comme ils l'ont dans la Silicon Valley, mais en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'en a pas besoin non plus de ces géants. Mais nous avons certaines des meilleures conditions pour réaliser notre potentiel digital. L'Allemagne et la France font partie des 3 plus grosses économies d'Europe. La France est l'un des secteurs industriels les plus importants en Europe, avec l'Allemagne et l'Italie. Donc, l'industrie automobile est très forte en Allemagne, et en France, c'est l'aéronautique et l'espace. Et je ne passe pas seulement en tant que le président du BDI, mais aussi en tant qu'entrepreneur moi-même d'une entreprise familiale de taille moyenne qui avait été vraiment lancée il y a 123 ans. À ce moment-là, c'était une start-up. Donc, il s'agit maintenant de la 5e génération et l'orientation à long terme. Et c'est la possibilité de transférer la société de bonne manière à la prochaine génération, la 6e génération. C'est ce qui nous définit justement, nous, les moyennes entreprises du Mittelstand allemand. C'est un gros avantage que nous avons, c'est
que nous avons l'innovation, nous avons justement un Mittelstand qui est tout à fait unique en son genre au monde. Et donc c'est ce mot German Mittelstand, c'est quelque chose qui est vraiment unique avec ces petites et moyennes entreprises. Et c'est très difficile, bien sûr, très différent de ce que l'on trouve dans la Silicon Valley. Donc, bon, elles ont 18 ou 19 ans. Apple n'est pas si vieux et si ancien que ma société. En dépit de cet optimisme, il ne faut pas se tromper. Ceci ne veut pas dire qu'en fait, on peut tout simplement se relaxer et attendre. Au contraire. Bien sûr, nous avons une bonne position de départ, mais vraiment, la course vers l'industrie 3.0 n'a fait que commencer. Et bon, les résultats de la course sont encore très, très ouverts. Nous sommes au milieu, en plein cœur d'un processus d'apprentissage. Et je pense que la clé, c'est de combiner nos connaissances. Et pour cette raison, nous devrions justement soutenir l'établissement d'un écosystème dans lequel d'autres sociétés et entreprises travaillent ensemble avec d'autres start-up et notre diversité deviendra notre force, j'en suis certain. Les entreprises françaises et allemandes doivent vraiment être à l'avant et si on arrive à combiner notre créativité, nos idées innovantes et nos forces, on peut vraiment être une équipe gagnante dans cette case. Bon, et au BDI et au MEDEF, eh bien, nous avons une responsabilité commune. Nous pouvons soutenir cette transition et il nous faut que mêler et faire travailler ensemble les sociétés traditionnelles ou beaucoup plus classiques et les start-up. Il faut également mettre en lumière les défis principaux inondeurs afin d'arriver à diriger peut-être aussi les débats politiques de manière constructive et vers ce qui est constructif. Mesdames et messieurs, le potentiel de cette digitalisation de l'industrie et du secteur en se basant sur cette technologie est immense. Beaucoup d'interactions, beaucoup plus de mobilité et beaucoup plus de meilleure médecine et une optimisation de la logistique, de l'agriculture, vraiment monde du travail beaucoup plus flexible, une amélioration de la qualité du travail. Au cours de ces 2 dernières journées, vous avez entendu beaucoup parler de tous ces thèmes-là. Afin de réussir et d'avoir vraiment l'enthousiasme et l'énergie pour cette course, eh bien, il faut agir ensemble à de nombreux niveaux. Je voudrais mentionner 3 champs d'action qui vont avoir une importance et une influence décisive sur le succès ou l'échec. Alors, tout d'abord, les 2 premières sphères ont lieu à l'entrée à la politique et l'autre à l'entreprise. Alors, tout d'abord, nous avons besoin d'un marché unique du numérique européen. Nous avons le commissaire Oettinger ici et je pense qu'il pense exactement la même chose. La réalité, c'est que les sociétés doivent adapter leur nouveau business model à 28 marchés complètement différents. Et il va falloir qu'on change et qu'on élimine un petit peu cet obstacle. Un exemple, donc, les sociétés les entreprises pourraient prédire les besoins en pièces détachées, bien sûr, mais le problème arrive lorsque, bien sûr, quand les Allemands veulent offrir leur nouvelle base de données sur un nouveau marché européen avec 500 millions de personnes. Chaque État membre a vraiment ses conditions tout à fait différentes pour ce qui est par exemple de la protection des données. Ce qui veut dire que le business model doit être laborieusement adapté à chaque pays. Eh bien, il y en a qui ne peuvent pas justement se permettre ces dépenses-là, non seulement chez nous, mais ici aussi à Paris. Nous sommes tout à fait conscients du défi que cela représente. Des nouveaux entrepreneurs donc font partie de tout cela. Ils sont vraiment à l'avant-garde de notre développement. Et les entrepreneurs américains, bien sûr, ont beaucoup plus de chance. Ils peuvent lancer leurs produits sur un marché immense avec des millions de consommateurs, le faire beaucoup plus rapidement et ensuite s'accroître donc en Europe. C'est ce qui se passe. Mais ça n'est pas uniquement donc les États-Unis. Il ne faut pas perdre de vue la Chine, vraiment qui sont au centre des business models maintenant innovants et qui est le plus gros marché du monde.
Et donc, ce que cela veut dire pour l'industrie française et allemande, ça veut dire que cela est un inconvénient en matière de concurrence. Et pour mettre fin à cela, il faut vraiment faire tous les efforts possibles pour avoir un cadre juridique uniforme, donc de la Roumanie à la Finlande, de Chypre à l'Allemagne, enfin partout dans nos divers pays européens. Donc la publication par la Commission portant sur le marché unique du numérique a été un premier pas en avant pour la création de ce marché unique du numérique. Et maintenant, les actes doivent suivre les paroles. Alors, il y a une précondition pour le succès de ces... Est-ce que cela suffit, ces solutions? Non pas. Il faut la protection des données, la sécurité également. Ça, ce sont les clés également du succès. Et donc, il est très important d'avoir recours à cette protection des données. Ce sont des projets qui sont discutés depuis des années et qui maintenant soient adoptés. Donc, le marché unique du numérique proposé par la Commission ne doit être qu'un premier pas. Tous les efforts doivent être faits par les politiques et par les affaires pour vraiment mettre en œuvre cette stratégie visant à l'Internet 3.0. D'autre part, il y a ces flux énormes de données avec lesquels il faut traiter avec des produits connectés. Et maintenant, le volume de données générées augmente de plus en plus. Elle est énorme. Avec l'arrivée en 2020 des zettabytes pour pouvoir arriver à transporter ce nombre de données absolument énorme sur les réseaux au débit, tout cela doit être augmenté encore. Ce sont des efforts qui se mesurent en dizaines de milliards en Europe. L'État ne peut pas, bien sûr, prendre sur lui tous ces coûts uniquement. Il ne doit pas le faire. Les opérateurs de réseaux privés vont lancer des investissements. Si ces investissements, bien sûr, il y a un retour sur ces investissements. C'est pour cela que nous voulons ce cadre réglementaire qui rende bien sûr possible ce retour sur investissement. Et nous ne voulons pas de charité en fait. Le troisième défi, c'est à ces entreprises, parce que comme je l'ai dit auparavant, la transition digitale doit être menée par les entreprises elles-mêmes pour arriver au succès. Je parle là donc d'un problème qui est l'absence de règles et de normes uniques et standardisées, enfin harmonisées. Les systèmes que nous avons, en général, sont fermés, ne sont pas en mesure de communiquer avec les autres systèmes. Et donc, il leur faut un langage commun maintenant pour le monde. Et donc, des normes uniformes, nous n'en avons pas. L'Allemagne et la France ont déjà reconnu ce besoin d'agir dans ce domaine et se sont tournés vers les gouvernements. Ils ont demandé que les sociétés, également les entreprises, lancent des initiatives afin d'arriver à rédiger ces normes communes avec un langage commun. En Allemagne, nous avons la plateforme 3.0 et vous avez l'industrie du futur en France. L'objectif suivant, maintenant, c'est de faire que ces activités maintenant se fassent sous un seul parapluie et donc tous les divers effets doivent être utilisés de manière intelligente et éviter des structures parallèles. Il faudrait que tous les partenaires, que les partenaires internationaux aussi puissent se joindre à nous de sorte que l'on puisse avoir tous les intérêts communs et partager tous ceux qui ont un intérêt à tout cela. Et donc c'est pour cela que nous nous réjouissons de l'annonce du commissaire Oettinger qui veut faire que toutes les initiatives digitales et tous les porteurs de ces initiatives se retrouvent autour d'une même table. Et donc, je voudrais dire, nous avons besoin de normes ouvertes et uniformes globalement. Pour définir ces normes, nous devons arriver rapidement à un dénominateur commun. Et pour l'harmonisation du marché européen, nous devrons trouver rapidement des compromis. Nous ne devons pas, là, comme ça, discuter et attendre dans cette recherche de solutions. Une fois que l'on a trouvé les solutions, à ce moment-là, vraiment, la course aura déjà peut-être, et les choses auront été décidées déjà. Être second dans la course, eh c'est une situation qui n'est pas forcément désirable. Mais, mesdames et messieurs, le but de tous les participants à cette course, c'est d'agir ensemble.
Je l'ai dit, je le répète, je l'ai mentionné plusieurs fois, mais surtout, nous devons aussi agir rapidement. Alors, la qualité et la rapidité, la diligence jouent un rôle très très important au sein de la concurrence mondiale. Ce sont des vertus qui peuvent être que l'on reconnaît aux Allemands. Les Allemands, l'Allemagne et la France sont des nations industrielles et peuvent absolument à juste titre espérer gagner la course si vraiment les politiciens, les entrepreneurs se mettent tous maintenant dans la voie rapide et accélèrent le tempo, comme j'ai dit dans mon introduction. Alors, je dis, et donc, il nous faut relever ce défi. Et donc, je renforce mon appel à tous, à savoir, nous devons apporter la démonstration que nous sommes un continent qui a des idées. Et si l'on il faut créer le bon climat pour les investissements, pour l'innovation, par le biais de politiques économiques. Ça, c'est la tâche des politiciens et des entreprises également. Il faut investir, innover, développer les marchés. Ceci, on peut le faire. Là, c'est la course et nous pouvons la gagner. Je vous remercie de votre attention. Vielen Dank, Ulrich, für Ihr Kommen heute in Paris im MEDEF. Merci Ulrich d'être venu à Paris. Merci pour votre discours sur l'industrie 4.0. MEDEF a pour la plupart les mêmes projets et les mêmes ambitions que le BDI. Mais maintenant, je vais passer au français. En effet, le public est français. J'en suis totalement incapable, donc je vais passer au français. Mesdames, Messieurs, chers amis, cher Pierre, cher Ulrich, je suis très heureux de succéder à Ulrich Rioux. Croyez bien qu'avec nos amis allemands, nous allons travailler en convergence vers cette industrie du futur, ou cette industrie 4.0 dans la version allemande. Et pour reprendre les mots d'Ulrich Rioux à quelques minutes, nous allons travailler now and together. Parce que je pense qu'effectivement, c'est indispensable qu'on travaille ensemble et que le couple franco-allemand soit le moteur de cette révolution digitale. Alors bien sûr, chaque pays a ses spécificités. On connaît la force de l'industrie allemande. Chaque pays a son organisation. Nous avons notre Alliance pour l'industrie du futur que préside Frédéric Sanchez. Mais nous allons faire en sorte que ces plateformes trouvent des axes de travail communs. Le MEDEF, lui, ici en France, a un rôle d'entraînement, de catalyseur pour le travail que font les fédérations. Il y a déjà un certain nombre de fédérations qui sont très en pointe sur ce sujet. La Fédération de la mécanique, le Syntec numérique. Le MEDEF qui représente tous les secteurs, l'industrie bien sûr, mais aussi le service, mais aussi la construction, mais aussi le commerce, a naturellement une vision un tout petit peu plus large. Au-delà de l'industrie du futur, c'est l'entreprise du futur que nous voulons porter. Mais d'une certaine manière, c'est la même chose, car une industrie du futur, c'est une industrie servicielle. C'est une industrie qui passe forcément par des produits qui incluent, dès leur fabrication, des services. Et réciproquement, les services du futur sont des services qui vont s'industrialiser. Ulrich a cité tout à l'heure la Google Car. Quel meilleur exemple que cette fusion des secteurs. Cette entreprise du futur, elle sera à l'écoute de ses clients, elle sera à l'écoute de ses clients grâce à des collaborateurs qui, eux aussi, vont se transformer, des collaborateurs formés sur tous les champs d'expertise. Cette entreprise du futur, elle sera adaptée à son époque, agile, collaborative, innovante, et bien sûr totalement digitale. Nous avons eu, et j'espère que vous avez l'occasion de participer aux 15 ateliers, beaucoup d'exemples d'entreprises françaises qui se sont déjà transformées dans des secteurs parfois surprenants. J'étais à la dernière atelier sur le bâtiment, la construction. L'exemple de l'atelier des compagnons est tout à fait spectaculaire. Un artisan qui est passé de 400 000 euros à plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et 200 emplois dans un métier, la rénovation de bâtiments et d'appartements, qui paraît, somme toute, assez traditionnel. Alors j'ai noté chez Ulrich un point tout à fait passionnant dans votre discours, même si l'ensemble du discours était passionnant, sur le modèle américain. Finalement, vous avez tout à fait raison de dire que la Silicon Valley a su créer des géants mondiaux qu'on n'a pas encore su créer en Europe. Bien sûr, il ne faut pas y renoncer. On est très heureux de voir des startups françaises
comme Sigfox, comme Criteo, comme Blablacar, passer la fameuse barre du milliard de dollars de valorisation. Mais nous avons aussi des atouts formidables en Europe que sont le Mittelstand allemand. Alors Mittelstand en français maintenant ça se traduit METI. C'est une traduction assez récente. Avant c'était entreprise intermédiaire et depuis peu il y a un nouvel acronyme qui est né qui est à l'initiative de la SMEP METI. Et donc faire passer nos METI à l'heure digitale, c'est aussi une manière de lutter dans la compétition mondiale face aux géants américains d'une autre manière. On a vu des entreprises durant ces 2 jours tout à fait exceptionnelles. Gorgé Industrie, qui est passée de fabrication de robots pour l'industrie navale et automobile à l'impression 3D en l'espace de 10 ans. Tuan, dirigé par Elisabeth Ducoté, qui fait du tissu médical connecté. L'entreprise Sequana qui fait du papier, donc là aussi un produit de commodité, mais qui fait des billets de banque en Inde sur lesquels ils peuvent tracer, grâce à une impression dans la matière, tout au long de la chaîne, non seulement le billet, mais aussi le coton dans lequel il a été fait. Enfin, des choses absolument fascinantes. J'ai noté aussi, parmi les points d'accord qui sont nombreux, le fait que cette révolution digitale n'est pas juste un changement de mode de production qui améliorerait plus de productivité. C'est une révolution totale, c'est un bouleversement des business models, c'est un bouleversement des comportements, c'est un bouleversement du mode de management. Donc ça va beaucoup plus loin. C'est pour ça, d'ailleurs, je crois qu'il est assez vain, on entend encore ce mot de parler de nouvelle et de vieille économie. Toute l'économie est ou va être digitalisée. Donc l'Europe a de nombreux atouts. Et surtout, la conviction que nous partageons avec le BI, c'est que, passez-moi cette expression un peu française chez Ulrich, mais la messe n'est pas dite. On a pu perdre effectivement peut-être apparemment une première bataille, et l'émergence des Facebook, des Google ou des Apple semble l'indiquer, mais tout se rejoue, toutes les cartes se redistribuent très régulièrement. L'Internet des objets est un très bon exemple où l'Europe est au minimum à égalité de compétition avec les États-Unis. Alors si nous sommes d'accord avec le diagnostic, comme nous sommes des hommes d'action, les uns les autres, Pierre Gattaz, Ulrich Grillot, moi-même, il faut proposer des plans d'action. Et j'ai très envie de dire que le MEDEF et le BDI vont contribuer à faire en sorte que les entreprises allemandes et les entreprises françaises se rencontrent autour de ce thème de la digitalisation. Il faut d'abord créer des passerelles par métier, par grand secteur, à travers les fédérations, la mécanique, etc. Mais on souhaite surtout organiser ce qui pourrait ressembler à un Erasmus du digital, c'est-à-dire faire se rencontrer des entreprises allemandes, des entreprises françaises qui ont réussi leur digitalisation autour d'une plateforme d'échange, des visites d'entreprises, des visites de vitrines technologiques, des échanges technologiques et des bonnes pratiques. On peut le faire d'entreprise à entreprise, aussi par les fédérations. Nous travaillons aussi sur un outil de diagnostic de l'état de numérisation avec l'aide de la FIM, qui avait développé un outil référentiel sur le modèle d'Akamas. Ça permet de se classer, au fond, dans sa numérisation, et je crois que ça sera très utile pour toutes nos PME et nos TPE. Il y a évidemment un travail important à faire en commun en termes de normalisation pour avoir une norme européenne forte, je vais y venir, et on doit avoir un effet d'entraînement. Donc voilà pour les initiatives qui nous concernent, nous et nos entreprises. Mais nous attendons beaucoup, et ce point a été abordé aussi par Ulrich Grillot, de la Commission, et en particulier la stratégie pour un marché unique numérique en Europe, qui a été évoquée par le commissaire européen. Vous l'avez rappelé chez Ulrich, nous ne sommes pas à armes égales avec nos amis américains, puisque quand on lance une start-up à San Francisco, on peut la lancer immédiatement dans toutes les États-Unis, et le droit du numérique est partout le même dans tous les États américains. Je vous dis aussi, au passage, le droit social et le droit fiscal. Mais enfin, on ne peut pas tout harmoniser en même temps. Donc nous nous réjouissons que la Commission européenne ait mis en priorité cet achèvement du marché unique numérique, qui est un enjeu majeur pour les entreprises. On partage tous les objectifs qui sont poursuivis par la Commission, donc l'améliorer l'accès aux consommateurs et aux entreprises aux biens et aux services numériques, la réduction des charges administratives liées à l'application des différents régimes, notamment le régime de TVA pour les e-commerçants, le développement d'infrastructures numériques de très haut débit fixe et mobile de grande qualité. Il y avait une table ronde précédente où on expliquait que la vidéo actuelle consomme 60% de la bande passante des opérateurs télécoms. Je connais un tout petit peu le sujet. Quand on passera à la 4K, qui est une qualité absolument formidable, on ne parle plus de 60%. Donc on a un problème
d'engorgement au très haut débit, et en même temps la capacité, c'est ce que fait Sigfox pour les objets, de développer du très bas débit, et il faut bien pousser les deux. Donc, en résumé, alors j'ai oublié, pardon, de citer effectivement la numérisation de l'industrie pour l'usine du futur, et puis tout le développement de l'écosystème autour des start-up européennes. Donc, la mise en œuvre concrète de ces différentes priorités doit répondre à un objectif de cadre réglementaire simple, lisible, prévisible et favorable au développement de l'innovation, de l'économie numérique et donc à notre compétitivité. Donc, l'objectif du MEDEF, c'est de travailler avec la Commission européenne, mais d'être ensemble avec le BEDI un peu l'aiguillon, parce qu'on en parle beaucoup. Il faut maintenant délivrer. Et c'est vrai qu'on peut trouver, nous les entrepreneurs, que ça ne va pas assez vite, et en tout cas pas à la vitesse où vont les Américains. Très clairement, la position qu'ils ont prise aujourd'hui dans le monde de la technologie est le résultat d'une stratégie qu'ils ont imaginée il y a 10 ans. Il faut qu'on ait la même capacité ensemble à imaginer cette stratégie pour les 10 prochaines années. Et je reprends l'expression d'Ulrich, now and together. Alors, je terminerai ce petit discours par une petite synthèse de ces 2 jours. Bon, c'est très difficile de faire une synthèse d'un événement aussi riche. Plus de 1000 participants et beaucoup de participants patrons de TPE et PME, ce qui est important pour nous. Plus de 100 intervenants de l'écosystème du numérique, 15 conférences, 5 keynotes et 2 plénières. Donc, très difficile de synthétiser les thèmes. Très clairement, la transformation numérique est maintenant un fait accepté par tous nos entrepreneurs. Et la question, c'est comment et comment on s'y prend, en particulier comme on est une TPE ou une PME. On a abordé tous les grands sujets qui sont clés dans ce domaine. En premier, la concurrence, les règles de jeu équitables, qui sont un point effectivement extrêmement important. L'actualité française dans la mobilité nous en a donné un exemple récemment. La sécurité et la confiance, c'était aussi un des points d'Ulrich. C'est absolument indispensable et évidemment, il nous faut un espace économique et numérique en Europe fiable et sécurisé. Le potentiel des data est énorme, mais il faut bien sûr qu'on soit dans un espace sécurisé. Les infrastructures, qui ont été largement commentées dans la table ronde de cet après-midi. Les compétences, un des succès de la Silicon Valley, c'est bien sûr le capital risque, mais c'est aussi Stanford. Chacun sait que Google est né sur le campus de Stanford et que Facebook est né sur le campus d'Harvard. Donc des compétences nouvelles, il manque, le commissaire européen nous disait 160 000 programmeurs dans les années qui viennent en France. Mais ce n'est pas que des programmeurs. Bien sûr que tout le monde n'est pas amené à coder, même si peut-être il serait utile que tous nos étudiants aient une culture de ce point de vue-là. Et je dis ça en n'étant pas personnellement... ou du moins en ayant appris à coder en COBOL il y a quelques années, donc c'est probablement pas tout à fait ce qui est actuel. Mais il est indispensable aussi qu'on transforme nos collaborateurs. L'économie digitale, c'est aussi une autre manière de commander. L'information, c'est le pouvoir. On avait coutume de dire dans la science des organisations des années 70. Aujourd'hui, tout le monde a l'information. Donc il faut aussi former nos collaborateurs à cette révolution. Et puis, bien sûr, l'investissement. L'investissement en argent, l'investissement dans les startups, l'investissement de nos entreprises en R&D pour ne pas prendre de retard. Je termine par des remerciements pour cette première. Quand on a imaginé ce programme avec Pierre Gattaz, évidemment on partait dans l'inconnu. Il y a 15 ans, Denis Kessler et Ernest-Antoine Seyer avaient lancé l'université d'été, une manière de penser en dehors de la boîte, comme on dit en anglais, pour les entrepreneurs. Et effectivement, aujourd'hui, penser en dehors de la boîte, c'est le numérique. Le succès qu'on a eu nous a conforté. Et donc, c'est l'occasion de remercier d'abord tous nos partenaires. Donc, le groupe CCM Benchmark, avec Benoît Sillard qui est présent, Malakoff Médéric, Guillaume Sarkozy, Orange, les laboratoires Servier, la SNCF, le groupe Accenture, le groupe Alcatel-Lucent, le groupe Cégide, le groupe Micropole avec son président Christian Poyot, SAP et la Caisse des dépôts. Nos cabinets d'experts, McKinsey et UPRO, et les partenaires médias, le Journal du Net, LCI, l'Express et l'internaute.com. Tous nos intervenants, bien sûr, les équipes du MEDEF qui ont travaillé d'arrache-pied, avec Bruno Roux et Dorothée Pinault, et puis l'équipe rapprochée, dirigée par le formidable Olivier Midière, qui est là, et Anne-Florence Fagès et Marie-Vonne Baudet. La commission transformation numérique présidée par
Christian Poyot, toutes les équipes, les techniciens, les animateurs, les chefs d'entreprise qui ont participé et Pierre qui nous a fait confiance pour cette opération. Merci à tout le monde et bravo pour cette réussite. Et je laisse la place. À Pierre pour le mot de la fin. Alors, j'ai un discours de 25 pages que je vais vous lire. Non, que je ne vais pas vous lire. Je voudrais d'abord saluer Ulrich Griot, qui est venu d'Allemagne. Ça fait 2 ans qu'on travaille avec Ulrich. On a mis un groupe de travail en place avec des chefs d'entreprise français et chefs d'entreprise allemands pour essayer de travailler sur des choses concrètes. Nous avons sélectionné 5 sujets clés. Le numérique, la transition énergétique, la compétitivité, et puis 2 sujets défensifs que sont le TTIP et la taxe financière. Donc ce sont 5 groupes, de telle façon à ce qu'on harmonise nos points de vue, nos propositions, et qu'on puisse à la fois porter nos propositions à nos gouvernements respectifs, d'une part, et deuxièmement à la Commission européenne. Et j'ai bien compris que hier, le commissaire Oettinger attendait ardemment les résultats de nos informations, de nos travaux communs, notamment sur le numérique. Donc je remercie encore Ulrich d'être là à Paris ce soir. Nous nous voyons à l'ambassade ce soir. Nous nous voyons régulièrement et je voudrais vraiment le remercier de sa venue et du temps qui passe sur nos travaux communs et merci encore Ulrich. Et puis merci à Geoffroy qui a mené avec l'équipe Christian Poyot de la Commission numérique et tous les collaborateurs du MEDEF, Bruno Rouault, Anne-Florence Fagès, Marie-Vonne Baudet, Mylène Despierres et Mathias Lebert qui ont organisé ces 2 jours, comme le disait Geoffroy, qui sont importants pour nous. C'est important de remettre tout le monde ensemble. Il y a beaucoup de gens qui parlent de numérique en France. C'est un moment où on s'est tous regroupés, où on repart avec je dirais des plans d'action et des idées sur ce qu'il faut faire. Alors, je vais essayer d'être très très rapide sur ce que j'ai compris pendant ces 2 jours, la synthèse qui rejoint un petit peu ce qu'a fait Ulrich et Geoffroy. Mais grosso modo, il y a 3 idées majeures autour du numérique qu'il faut donner à tout le monde, sphère privée, sphère publique. C'est une bataille économique. En effet, ce sont des marchés nouveaux. Il y a des données à analyser, exploiter, valoriser, protéger. Deuxièmement, c'est une bataille technologique formidable. Et puis, troisièmement, avec du cloud, des big data, des objets connectés. Troisième chose, c'est une bataille stratégique. Et ça, c'est important parce que c'est nos business models qui sont à risque et qui sont en train de se développer. Donc, marché, je dirais compétitivité, technologie et stratégie, business model qui changent. Alors, une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Bon, moi, j'ai retenu 7 actions pour l'Europe et 4 actions pour le MEDEF. Je les résume rapidement parce que Geoffroy en a beaucoup parlé. Moi, les 7 actions que j'ai retenues et qui seront, je dirais, dans nos position papers que je soumettrai à Ulrich et son équipe. Première action, qui est un facteur clé de succès, c'est le développement d'infrastructures. Ulrich en a largement parlé, Geoffroy aussi. C'est important qu'on s'équipe en Europe d'infrastructures, y compris d'infrastructures cellulaires bas débit. Nous avons une start-up formidable, qui n'est plus une start-up, qui est Sigfox, avec Ludovic Lenohan qui a parlé. Je crois que c'est à promouvoir, bien évidemment. Deuxième facteur clé, pour l'Europe, mise en place progressive de normes, de cadres réglementaires, de standards harmonisés. Il s'agit de faire un réel marché européen de 500 millions de consommateurs et non pas de 28 pays différents comme Ulrich l'a expliqué. Troisième facteur clé de succès, c'est l'harmonisation des règles et des outils en matière de confiance numérique et de cybersécurité. C'est fondamental. Si on veut utiliser du cloud computing, il faut qu'on ait confiance. La confiance, c'est l'élément clé du développement du numérique. C'est aussi le développement clé de l'emploi en France, comme vous le savez tous. C'est un des combats du MEDEF, retrouver la confiance. Quatrième facteur clé, c'est une régulation commune en matière de concurrence et de fiscalité afin d'éviter des situations monopolistiques. Donc là aussi, il faut qu'on travaille sur une fiscalité incitative, motivante, harmonisée et convergente au niveau de l'Europe et en matière de concurrence, bien évidemment. Cinquième facteur clé, tout ce qui est formation. Formation initiale, formation continue. Là, énorme gisement.
tous les gens que j'ai rencontrés depuis 2 jours me disaient « je ne trouve pas de gens dans l'informatique, de techniciens ». Il y a un vrai défi qui ne fait que commencer. Donc, il faut qu'on se remue. 6e facteur clé, tout ce qui est promotion des startups. Startups technologiques européennes, startups allemandes, françaises, toutes les passerelles, tous les écosystèmes qui vont autour des startups et le financement qui va avec, bien évidemment. Dernier facteur clé, tout ce qui est gouvernance d'Internet. Je dirais la démocratisation de cette gouvernance, mais l'européanisation de cette gouvernance. Car celle-ci est très américaine aujourd'hui. Nous sommes des américanophiles, il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir que si on veut pas que ce ne soit pas la jungle absolue, il faut une gouvernance pour gouverner cette stratégie Internet en Europe. Alors ça, c'est pour l'Europe. Nous allons travailler sur ces 7 leviers. Sans doute, il y en aura peut-être d'autres à rajouter. Les 4 leviers d'action que je vois pour le MEDEF, pour nos adhérents, sont les suivants. D'abord, le MEDEF, c'est 750 000 TPE, PME, grosses entreprises ETI, mais 745 000 petites entreprises, principalement. Il faut le rappeler. Nous avons 140 MEDEF territoriaux sur le territoire et nous avons 50 fédérations sur le territoire. Donc l'idée, c'est d'avoir une implication, une mobilisation complète pour servir, pour aider nos adhérents, nos TPE, nos PME, nos ETI, de comprendre cette révolution et de les aider à passer cette révolution, à aller l'utiliser. Donc 4 actions, si vous voulez, qu'on a retenues, que j'ai retenues de ces 2 jours. Le déploiement des formations continues via toutes nos branches, permettant aux dirigeants et aux collaborateurs, notamment dans les TPE, PME, de redécouvrir leur métier à l'ère du numérique, de le repenser. Ça va du comptable, ça va du chef des ventes, du responsable RH, du responsable marketing lorsqu'ils en ont, assistant de direction pour les plus grosses boîtes. Je crois que tous ces métiers-là doivent intégrer l'évolution en cours. Et puis, c'est pour ça qu'on va faire un MOOC à la rentrée avec le CNAM, justement dédié à la transformation numérique des entreprises pour aider à cette transformation. Donc, sachez qu'en septembre ou octobre, nous aurons un MOOC MEDEF développé avec le CNAM sur ce sujet-là. Deuxième action, la mise en place de passerelles avec les écoles d'ingénieurs françaises pour pouvoir fournir à nos TPE et nos PME les compétences techniques qui leur manquent, des ingénieurs, des développeurs, data scientists, des web designers, des webmasters. Donc rapprochement des mondes avec toutes les écoles d'ingénieurs et nos entreprises. Troisième action, déploiement de points d'accueil de proximité ouverts au public partout en France, de type mini Fab Lab, micro Fab Lab, qui sont en effet qui permettraient aux dirigeants de TPE et de PME et leurs collaborateurs de toucher du doigt les nouvelles technologies du monde du numérique. Les objets connectés, les imprimantes 3D, les capteurs, la RFID. Donc nous souhaitons accélérer aussi sur ce sujet-là et mettre cela à disposition de nos MEDEF territoriaux. Nous ne savons pas encore comment, mais c'est une piste importante pour nous. Quatrième et dernière action du MEDEF, mise en place d'un réseau de consultants capables d'accompagner nos TPE, nos PME pour l'élaboration et la mise en œuvre de leur stratégie de transformation numérique. Nous avons fait ça à la mécanique avec Jérôme France sur le projet ACAMAS dans la mécanique. Nous avons lancé au MEDEF le projet Stratexio pour aider nos TPE et nos PME à exporter. Eh bien, nous comptons mettre à la disposition de nos TPE un projet de transformation numérique, là aussi pour nos adhérents, nos TPE et nos PME. Voilà ce que je voulais vous dire. Il ne faut pas oublier la sphère publique. Et donc là aussi, nous voulons mettre l'accent sur la transformation digitale dans la sphère publique. Et là, nous allons aussi continuer, grâce à Anne-Marie Couder, Dorothée, qui est ici dans la salle, de voir comment le numérique transforme notre sphère publique et peut apporter de la compétitivité, de l'efficience, de la productivité dans les process. C'est très important pour nous. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voudrais encore une fois vous remercier de ces 2 jours. Merci à tous ceux qui ont contribué. Merci à Ulrich, merci à Geoffroy, son équipe. Et puis, bon vent et surtout, bon digital dans vos entreprises.